Il nous reste, alors on a encore, si on fait un petit point d'étape dans le programme, on a désormais 2 tables rondes devant nous pour partager plus largement avec un certain nombre d'acteurs, des élus, des architectes, des acteurs divers et variés pour partager sur ces sujets. Je vous propose que l'on commence tout de suite avec la première table ronde. Cette première table ronde va être orientée toujours sur ce sujet des zones d'activité économique, de la mutation des grands fonciers économiques. Et pour participer à cette table ronde, je voudrais appeler Camille Jiquel, qui est adjointe à l'urbanisme de la ville d'Argenteuil, également vice-présidente au développement économique du territoire Boucle Nord de Seine, Franck Gourdy, vice-président au développement économique de l'agglomération du Pays de Meaux. Et puis Achille Bourdon, cofondateur du cabinet civil. Achille est là, je me retrouvais. Nicolas Boquet, directeur général de l'Institut Paris Région. Et Barbara Kirali, qui est déléguée générale de l'Association des directeurs immobiliers. Et vous pouvez les applaudir. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints, d'avoir accepté notre invitation pour discuter de ce sujet. Alors, le sujet, c'est comment le ZAN provoque un changement de regard sur les zones d'activité, les grands fonciers économiques. Je ne sais pas si on va s'arrêter spécifiquement au ZAN. En tout cas, ce qui nous intéresse au travers de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est sans doute le moment clé dans lequel on est et qui est en train de modifier en quelque sorte la vision des acteurs économiques, la vision des territoires, des élus sur ces fonciers à vocation économique. Camille, je voudrais qu'on puisse commencer avec vous peut-être en discutant de ce sujet et avec un point qui m'a un peu marqué quand on a préparé cette conférence. Vous avez évoqué, et vous évoquez souvent, la question du courage politique, notamment sur la mutation des fonciers économiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi le courage politique sur ces questions de mutation de fonciers économiques aujourd'hui? Tout d'abord, bonsoir à tous et merci pour l'invitation à partager nos points de vue. Le courage, c'est plusieurs étapes. C'est déjà de se dire les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est inscrit dans une politique qui s'est installée depuis des dizaines d'années où on habite quelque part, on travaille autre part, on va se divertir ailleurs. Et spécifiquement à Argenteuil, mais pas que, nous ne sommes pas la seule ville à réfléchir à cela. La ville productive, elle n'est pas antinomique avec la ville à vivre aujourd'hui. Mais par contre, effectivement, c'est tout un système de planification. Donc, une fois qu'on s'est dit qu'on voulait avoir le courage de dire on veut des activités productives, on veut une ville productive sur notre territoire, ben, ça passe par un gros travail de fond. On parlait tout à l'heure des documents comme le SDRIF, le SCOT, les PLUI, sur lesquels nous, pour le coup, sur le territoire Boucle Nord de Seine, nous travaillons actuellement avec les 7 villes qui le composent. Et puis une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'on a inscrit les règles du jeu, qu'elles sont connues de tous, il y a un vrai aspect programmatique de travailler sur cette programmation. Quand on parle d'industrie par exemple ou quand on parle de logistique, il y a quand même plusieurs types d'industrie, il y a quand même plusieurs types de logistique, et là il faut vraiment aussi avoir le courage de, entre guillemets, mettre les mains dans le cambouis et s'intéresser vraiment dans la finesse. Parce qu'on est vraiment, nous, sur ce territoire, en train de reconstruire la ville sur la ville. On travaille, par exemple, sur le secteur de la Porte Saint-Germain, qui est sous PPA, qu'on a signé il y a quelques années déjà. Mais justement, à ce travail de couture et de dentelle entre la ville productive et la ville à vivre. Et une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est quel type d'industrie on souhaite, quel type d'activité on veut, où, quand, comment, et travailler aussi sur cette complémentarité, puisque nous, aujourd'hui, l'aménagement des zones d'activité économique, c'est un des plus gros vecteurs d'aménagement d'espace public et de désartificialisation sur la ville. Donc ça, c'est très important. Et puis après, il y a aussi des industries qui ne sont pas forcément très pourvoyeuses d'emplois qualifiés pour nos villes. Et l'une des raisons pour lesquelles on affiche ce courage,
de préserver nos zones d'activité économique, c'est bel et bien la création d'emplois. C'est la création d'emplois pour nos habitants. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, on va peut-être le dérouler après, mais pour nous, il y a plusieurs sujets, mais il y en a deux qui sont assez importants dans les moments qu'on est en train de vivre. C'est le momentum aussi sur le financement de ces entreprises que nous allons attirer. Aménager, c'est bien, mais il faut vraiment créer ce momentum et le financement en industrie des entreprises pour justement faciliter leurs installations sur les territoires sont essentiels. Soit à travers des financements publics, mais aussi à travers les financements bancaires. Et aujourd'hui, quand on voit que des industries, pour financer une dizaine de millions d'euros, font appel à 3 banques, c'est quand même assez problématique pour nos territoires. Et les décisions, elles sont repoussées. La deuxième chose, on parle de partenariat public-privé au sens réglementaire et au sens aussi noble du terme. Le partenariat public-privé, il va aussi sur vendre nos territoires ensemble. C'est-à-dire que c'est aux acteurs économiques et aux élus de vendre ce territoire. Quand je suis PDG d'une entreprise, je dois prendre la décision d'un investissement, de la création d'un site, du déménagement d'un site et embarquer 200 salariés sur ce déménagement et sur cette nouvelle implantation. C'est aussi à nous, politiques, d'avoir aussi ce courage de porter cette vision et de le travailler ensemble. Et ça, typiquement, on a aujourd'hui des exemples qui font qu'on a une véritable traction sur les zones d'activité économique et sur cette transformation. Merci Camille. On est sur des sujets de forte proximité entre activité économique et logement, hein, vous l'avez bien dit. Peut-être un autre bout du spectre, Franck, sur le pays de Meaux. Les enjeux sont peut-être pas exactement les mêmes. Stéphane parlait du SDRIF tout à l'heure et c'est un sujet ça doit fonctionner normalement. Exactement. Voilà. Et c'est un sujet qu'on avait évoqué. Sur le pays de Meaux, fort développement foncier depuis 20 ou 30 ans sur les zones d'activité économique. Et puis aujourd'hui, finalement, c'est ce qu'on voyait dans les chiffres. C'est sans doute moins de développement à venir. Et qu'est-ce qu'on fait sur les zones existantes ? Alors moins de développement à venir, même si on est plutôt bien loti, et j'en profite pour remercier l'écoute attentive qu'a eu Jean-Philippe Dugoin-Clément quand il est venu au département de Seine-et-Marne, où on a tous pu présenter une feuille de route avec les projets qu'on avait, et du coup on a été entendus. On est très attractif, on construit beaucoup de logements, et ça a été dit tout à l'heure, l'idée c'est que les gens aient un emploi proche de leur logement. On est en grande couronne. Donc pour éviter l'enfer des transports d'Île-de-France à nos habitants, voilà, ces zones économiques aujourd'hui elles sont grandes, elles ne sont pas optimisées parce qu'à l'époque il n'y avait pas de sujet sur tout ça. On est en plus dans une région un peu agricole avec cette mentalité qui est de dire j'ai besoin de 10 mais je vais acheter 15 parce que je vais faire une petite réserve foncière. Donc pendant des années tout ça a bien fonctionné. Moi, j'étais en plus de ça, parce que je suis chef d'entreprise pour tout vous dire, hein, donc le président de cette association des chefs d'entreprise du Pays de Meaux. Et pendant des années, avec mes pairs, j'entendais ce discours. Et maintenant, je suis celui qui doit leur dire, eh bien, écoute, non, on me sollicite pour acheter du foncier. Et moi, j'écoute, non, maintenant, ça va plus se passer comme ça. Attends, Franck, c'est pas possible. Si. Alors voilà, j'explique ce que c'est que le ZAN. Et nos zones aujourd'hui, elles sont vieillissantes d'une part. Elles sont pas optimisées, et donc c'est toute cette réflexion qu'on a, alors avec vous notamment, sur comment optimiser mieux à l'avenir, parce qu'il y en aura moins. Et là, on se sent un peu démuni quand même au niveau des outils, soit incitatifs ou soit répressifs, pour contraindre les propriétaires de friches qui ne veulent rien en faire, parce que je parlais de cette mentalité de terrien, voilà, moi de mon vivant, on ne vendra pas ces fonciers, et du coup je me sens parfois un peu limité dans mes moyens d'action. Donc voilà, c'est un message important qu'il faut porter. Le ZAN, ça a eu cette ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous oblige effectivement à réfléchir. Mais on se sent un petit peu à court d'outils pour vraiment faire changer les habitudes et les mentalités sur nos zones existantes. Parce que dans les discussions aujourd'hui avec certains propriétaires, il y a un vrai blocage en quelque sorte sur la capacité à remettre en
en production, à refabriquer de l'immobilier, à réutiliser le foncier, à densifier finalement. Exactement, pas plus tard qu'hier avec Élise qui est là, on a reçu un chef d'entreprise que je connais bien qui me dit Franck, je veux te présenter un projet. Donc il vient me voir, voilà, je veux faire un nouveau bâtiment, 1000 mètres carrés, etc. Est-ce que tu peux me trouver du foncier? Donc je dis écoute, on va d'abord regarder l'entreprise que tu as actuellement. Donc on regarde et je lui dis mais regarde, tu as un grand terrain autour là. Ah oui, mais là je le garde parce que à terme je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Non, je voudrais vraiment un nouveau terrain. Et on est sorti de l'entretien. Il est convaincu que il faut qu'il cherche une solution ailleurs et pas sur son foncier, alors qu'il a la place d'installer son nouveau projet sur son foncier. Mais parce que pour lui, c'est pas dans son schéma habituel. Voilà, une entreprise qui a une 60aine d'années, patrimoniale, un gros patrimoine familial, enfin bref. Donc du coup, 1h30 de rendez-vous et il y a encore du travail. Et lui, j'ai pas réussi à le convaincre, alors il va voir, à un moment donné, il va se heurter à une réalité, mais pour l'instant, il continue de chercher ailleurs. Donc c'est très difficile ce changement de mentalité. On touche vraiment au sujet de la boîte à outils finalement. Si on veut densifier, si on veut remettre en quelque sorte sur le marché, si on veut convaincre, y compris les propriétaires et les chefs d'entreprise, de quelle boîte à outils on peut disposer. Et peut-être qu'aujourd'hui elle n'est pas assez étayée, profonde. En tout cas, c'est un vrai sujet. Sur cette question de la boîte à outils, il y a la contrainte et puis il y a l'incitation. Je voudrais peut-être, Achille, vous donner la parole sur le sujet parce que chez Civil, vous travaillez plutôt sur le côté incitation. En tout cas, vous avez commencé à développer le sujet finalement en allant au contact des entreprises et on se dit, et puis on travaille ensemble sur un ou deux sujets, on se dit qu'il y a sans doute de l'ingénierie aujourd'hui là-dessus pour aller au contact des entreprises et essayer de leur montrer qu'elles ont des choses à faire pour densifier et optimiser leurs implantations. Oui, alors tout à fait. Merci beaucoup pour cette invitation à parler d'un sujet qui nous tient à cœur. On est impliqué dans la question de la ville productive dans beaucoup de ses dimensions et on s'est intéressé à la question du foncier économique en remarquant les effets de desserrement et d'éviction des entreprises qui nous semblaient être véritablement anormaux au tournant de ces années 2020 où on envisage le ZAN comme une perspective d'arrêt le plus rapide possible d'artificialisation des sols. Donc ça veut dire que le foncier économique qui avait été conçu comme une ressource disponible devient une rareté et ces zones qui sont un héritage sont questionnées en tant que l'armature du foncier économique pour le développement du futur, en tant que ce qu'elles sont. Et il nous a paru très important de les regarder dans leur potentiel d'intensification. Donc le changement de paradigme dont on parle depuis tout à l'heure, il implique un changement de regard, mais aussi une autre attention, et donc la mobilisation de moyens, la mobilisation d'outils. En effet, de cette logique expansive, on passe à cette intensification sur les gisements que peuvent représenter les stationnements, sur les fonciers morcelés avec la limite qu'on a décrite tout à l'heure sur la limite d'intervention par les espaces publics qui représente une forme de faiblesse parce qu'elle n'intervient pas sur les fonciers privés. Donc il faut aller chercher les entreprises qui sont les acteurs de cet aménagement futur pour les ramener dans un urbanisme opérationnel d'un nouveau genre qui vient animer une concertation, projeter une logique de plan guide en alternative à la planification. On pense plus le développement économique en hectares disponibles en ratio à l'emploi, mais maintenant en mètres carrés constructibles sur des fonciers existants déjà aménagés. Et ça mobilise des perspectives. Alors on s'est attaché à construire cet horizon désirable à projeter sur ces zones d'activité économique existantes qui sont une spécificité bien française par ailleurs, et qui ont été conçus sous dense avec ce COS 04 qu'on a ciblé, avec des règles d'implantation qui ont cherché à simplifier toute relation entre les entreprises pour fluidifier leur installation sur un consommable qui était le terrain. Et maintenant, on cherche à toujours en regardant ce qui existe, parce que c'est cet héritage que l'on considère, donc avec sa forme bâtie légère, qui était vouée à l'effacement et maintenant doit s'inscrire dans une forme de durabilité.
Donc on doit construire, densifier, verticaliser à partir de l'existant. Donc ce sont ces images qui circulent un peu derrière, qui viennent qu'on a cherché à construire en allant regarder aussi à l'étranger ce qui a été le développement économique. En Hollande, les zones d'activité sur les polders sont beaucoup plus sédimentées, beaucoup plus denses. En Italie, face à la géographie contraignante des Alpes, on a construit des bâtiments en béton, en ossature, à étages, qui sont là aussi des héritages difficiles à manier, enfin qui posent des questions, mais sur lesquels on a réinvesti de la connaissance parce que voilà, cet immobilier d'un genre nouveau, cet urbanisme opérationnel qui passe par un plan guide, une concertation entreprise. Donc les acteurs de l'urbanisme de ces intensifications de nos activités, ce sont les entrepreneurs pour beaucoup. On doit les accompagner à transiter d'une logique patrimoniale à une logique de parcours résidentiel. On doit les impliquer à venir être des parties prenantes. Et donc il y a une forme de veille, de détection d'opportunités. Donc une logique vraiment opérationnelle qui tend vers la complexité, mais qui cherche en fait à réconcilier deux rythmes qui avaient été fondamentalement différenciés depuis, on en a parlé tout à l'heure, le développement économique d'une part, qui résonne à un horizon de disponibilité à 6 mois de locaux, et puis l'aménagement qui pose un regard à 5 ans, 6 ans. Et c'est ces deux rythmes qu'il s'agit de réconcilier. Donc nous, en tant qu'architectes, engagés au contact des entreprises, on cherche à justement offrir cette réactivité, cette agilité dans un urbanisme vraiment de détection d'opportunités et de canalisation des énergies. Voilà. Et d'opportunités pour les entreprises du coup également. Ça prend aujourd'hui avec les entreprises. Il y a ça mord, si je puis dire, si je peux utiliser cette expression. Alors, notre action, elle est encore assez récente et donc on ne peut pas se targuer d'avoir obtenu des résultats tangibles. En revanche, c'est incontournable et donc l'implication et l'intéressement des entrepreneurs est un élément indispensable de la requalification des zones d'activité, et sans quoi on n'intervient que sur des fonciers maîtrisés par les collectivités et il faut amener les entrepreneurs qui sont très à l'écoute puisque eux-mêmes sont en capacité d'investissement. Parfois, même si c'est pas leur logique, leur métier initial, c'est la logique patrimoniale se déplace. Elle était vraiment ancrée dans la mécanique de carrière des entrepreneurs. Et aujourd'hui, ce sont eux qui, parfois, en fin de carrière, on a accompagné des industriels qui avaient vendu leurs murs, enfin plutôt cédé leur exploitation, mais gardé les murs, et se sont montés en SCI pour devenir eux-mêmes les acteurs de cet immobilier. Donc, je crois que on va pouvoir répondre rapidement par la positive, mais pour l'instant, c'est encore dans les tuyaux. En démarrage. Achille, vous mentionnez justement ce temps, la réconciliation du temps de l'aménagement et du temps de l'entreprise, Camille, c'est un sujet qu'on a évoqué aussi, c'est cette question du temps de l'entreprise et du temps de l'aménagement, c'est un vrai sujet de préoccupation pour essayer de faire en sorte qu'on soit le moins éloigné possible. Il marche pas. Si, il fonctionne. C'est vrai que déjà, je parlais de momentum tout à l'heure entre effectivement l'aménagement, les besoins en mètres carrés productifs pour les entreprises. Mais quand on parle de ville productive et de ville à vivre, on a aussi le temps de l'habitant qui n'est pas du tout le temps de l'aménagement et qui n'est pas non plus le temps politique. Donc c'est vrai que ça, il faut le réconcilier. Quand on parle de différentes industries, etc., tout à l'heure, j'ai parlé plutôt de gros porteurs, mais il y a aussi tout notre tissu économique de TPE-PME qui a aujourd'hui énormément besoin de mètres carrés adaptés, évolutifs aussi, parce que quand on commence à s'installer à un instant T, en général, on voit un peu plus long terme et on voit l'évolution. Et tout ça, on a besoin à la fois peut-être de simplification, mais bon, pas trop, parce que parfois ça apporte aussi des biais qui sont qu'on n'avait pas forcément prévus, mais quand même de la simplification, mais plus que ça, de l'agilité. Et finalement, en travaillant, que ce soit avec Grand Paris Aménagement, ou que ce soit aussi en laissant même le privé le faire sur la base de plans guides, on arrive à pouvoir avoir une réponse qui soit adaptée à chacun, qui soit sur des méthodologies totalement différentes. On va avoir typiquement sur le Porte Saint-Germain, Berge de Seine par exemple, Yamaha Motors France qui installe son siège social et qui a travaillé sur son projet, tout comme la friche Pirelli qui va retrouver des couleurs. Et là, nous travaillons sur un appel à projet où il y a deux finalistes. Qui va permettre lui aussi de
de créer de l'espace public. On va rouvrir une sente et un square. Comme on va avoir Inventons la métropole du Grand Paris 2, qui est un projet mené par Atland, où là c'est encore une méthodologie différente, et jusqu'à Dassault qui a annoncé son départ d'Argenteuil il y a quelques années déjà. Le départ d'une entreprise, c'est souvent vécu, surtout quand c'est historique, voilà, comme quelque chose qui est dur à vivre. En réalité, c'est une opportunité. C'est une opportunité de réaménager, de s'adapter, d'aller chercher des industries, notamment sur la fabrication distribuée, donc potentiellement des petites industries productives qui évitent aussi d'avoir toute cette logistique et cette infrastructure derrière, même si nous, on a des bonnes infrastructures logistiques et on est proche de toute connexion sur le territoire Boucle-Nord-de-Seine et Argenteuil. Mais finalement, c'est vraiment l'opportunité de se tourner vers l'avenir et de recréer aussi et de relocaliser aussi, non pas parce qu'on parle de relocalisation industrielle, mais c'est aussi relocaliser les emplois à forte valeur. Et autour de ça, dans l'aspect de programmation, il y a les tiers-lieux, il y a les petites manufactures de ville, mais il y a tout l'aspect formation qui est essentiel aussi. Et grâce à ces travaux qui sont assez complémentaires les uns les autres, et cette agilité, on va aussi pouvoir répondre à ce besoin des entreprises en matière de formation. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les questions de zones d'activité économique, et Nicolas, en vous donnant la parole sur l'analyse peut-être en remontant d'un cran, en remontant en amont, l'analyse de l'obsolescence. On a eu l'occasion de lancer un travail ensemble à l'initiative de Grand Paris Aménagement dans le cadre d'un processus d'innovation interne chez GPA. Un travail qu'on a mené avec l'IPR et qui est en train de toucher à sa fin. Un travail sur l'analyse de l'obsolescence des zones d'activité économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Nicolas, et quel est l'objectif finalement de cet outil ? Avec plaisir. Ce serait encore mieux si on pouvait retrouver de la projection. Je suis bien d'accord. Mais sinon, c'est pas grave. Alors, là, ça peut manquer un peu. Travail qui touche à sa fin ou qui approche de son début, puisque l'idée c'était de réaliser un prototype et ensuite de le déployer. Et on est dans la phase où on teste le prototype et on le teste notamment au Pays de Meaux. Donc on est vraiment dans cette phase très excitante. On a parlé beaucoup depuis 1h30, on a parlé beaucoup de la nécessité d'une boîte à outils, d'avoir divers instruments. Et puis on a parlé aussi, quand on a vu les préoccupations des élus franciliens, de leurs préoccupations par rapport aux questions d'obsolescence. Donc, d'où cette question d'aider les élus à faire face à cette question de l'obsolescence à différents niveaux. D'abord, de l'objectiver, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, de l'anticiper, puisque l'idée n'est pas finalement d'attendre le moment où on se retrouve devant des problèmes insolubles, et aussi l'idée de graduer et d'avoir à sa disposition toute une échelle d'action, puisque la difficulté devant une zone d'activité obsolète, qui a différentes difficultés dont on va pouvoir parler, c'est de se retrouver devant l'alternative de ne rien faire ou d'engager des actions extrêmement coûteuses et extrêmement complexes pour toutes les raisons dont on a pu parler tout à l'heure. Et puis c'est aussi de déployer un outil qui permet une discussion commune, qui permet de mettre les différents acteurs autour de la table pour discuter avec l'intervention d'un tiers, ou de deux en l'occurrence, l'Institut Paris Région et GPA, et sur la base d'éléments un petit peu objectivés qui permettent d'avoir ces discussions pour évoquer ensemble l'avenir de la zone d'activité. Donc, effectivement, en collaboration avec GPA, on a mobilisé l'équipe de l'Institut. Donc je remercie beaucoup Vincent Golin qui dirige notre département économie, Laurence Nolorgue, Hugo Delors et vos équipes. On a donc développé toute une batterie d'indicateurs, à la fois sur la base de toutes les données. Je pense qu'on va être juste dans les temps. Toutes nos données permettent d'objectiver un certain nombre de choses, croisées avec de l'enquête terrain et de l'enquête qualitative pour bien vérifier, je dirais que les différentes données qu'on avait à notre disposition nous disaient bien quelque chose de la situation sur le terrain. On a croisé 4 grandes familles d'indicateurs, parfait. Quel timing. Fragilisation économique, sous-occupation, dégradation physique, inadéquation des réseaux, avec chaque fois toute une batterie d'indicateurs. On ajoute 2 facteurs importants aujourd'hui sur les enjeux environnementaux et la pression foncière. Et on en tire, je dirais, ce qu'on appelle en bon français un scoring,
avec un travail qui peut se faire à l'échelle vraiment de la ZAE ou à l'échelle du territoire en question, comme c'est le cas dans le Pays de Meaux. Donc le grand intérêt, et on peut peut-être passer à la slide suivante, c'est donc d'avoir ce scoring, mais surtout ce type d'évaluation, mais surtout, et on peut passer encore à la phase suivante, de pouvoir identifier toute une échelle d'action, voilà, qui nous sort de l'alternative ne rien faire ou engager quelque chose d'extrêmement complexe et d'extrêmement coûteux. Et donc, en fonction des points de vulnérabilité qu'on aura, des points un petit peu à surveiller, qu'on aura identifié, toute une batterie d'actions sur lesquelles on peut faire discuter les acteurs, on peut mobiliser les uns et les autres. Nous, l'Institut, on a une capacité ensuite d'accompagnement des acteurs, très complémentaire de GPA, évidemment. Donc, voilà. Ce prototype, il est en cours de développement, il est en cours de test. Il sera, déployé à partir du printemps. Le 25 juin, on a une journée de formation à l'Institut Paris Région. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour vraiment, entrer dans le détail de cet outil et de la manière dont il pourrait être déployé. Et puis on va continuer à le déployer. On a prévu 4 cas d'études avec le soutien de GPA dans l'année 2024. Mais voilà, c'est une méthodologie que nous avons trouvée intéressante. Ravi de cette expérience d'innovation avec vous, et puis à l'écoute de ceux qui ont testé l'outil avec nous, parce que nous sommes dans cette phase de calage, d'amélioration de l'outil. Je pense que dans cette boîte à outils qu'on évoque, c'est un élément qui peut être utile pour vraiment accompagner les élus. Franck, le premier retour d'expérience. Oui, je voudrais rajouter 2 choses. La première, effectivement, vous remercier de nous avoir proposé de faire cette étude chez nous. Et 2 choses qui n'apparaissent pas, et dont je parlais avec Nicolas tout à l'heure, dans l'étude, c'est ce que ça enclenche chez nous après votre restitution. C'est-à-dire que nous avons une vision de nos zones, on les connaît. Alors ça veut dire qu'on a tout un tas d'a priori, parce que justement on les connaît. Et vous arrivez vierge de tout ça, vous avez un regard très objectif. Alors la première chose, c'est que il n'y a pas eu de surprise, c'est-à-dire dans le sens où on a découvert quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Donc ça veut dire que l'outil est pertinent. Ça va plus loin que ce que nous on peut voir et analyser dans notre quotidien. Mais surtout, encore une fois, cette objectivité nous a permis, alors que pour nous, certaines zones où on avait une mauvaise image, elles sont sorties avec des meilleures notes que celles sur lesquelles on avait une image qui était meilleure. Donc ça remet un petit peu les choses, ça nous oblige à nous dire, regardons nos zones effectivement avec plus d'objectivité. C'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 propriétaires pénible au quotidien que toute la zone est pourrie, parce que c'est un petit peu ça aussi qui peut se passer. C'est quand on a toute une série de problèmes dans une zone d'un coup. Voilà, on a le sentiment que ça fonctionne plus très bien, mais si. Et derrière ça, toutes les préconisations qui ont commencé à nous être faites, on parlait d'outils tout à l'heure, c'est autant des préconisations à faible coût, pour certaines, donc des choses faciles à mettre en place dans un temps court. C'est autant de signaux qui vont nous permettre de donner ce message à nos chefs d'entreprise, de dire, voyez, on commence à travailler sur les zones, ça c'est le démarrage, mais pour le reste, on a besoin de vous, et de leur expliquer que voilà, les enjeux maintenant, c'est tout ce qu'on s'est dit là, quoi. Parce qu'aujourd'hui, nous, élus, le ZAN, forcément, ça nous parle, le chef d'entreprise, il en a entendu parler 1 fois ou 2, mais très loin. C'est très très loin. Ouais. Merci Franck. Je voudrais qu'on termine cette table ronde avec Barbara. Et ça tombe bien parce qu'on vient de parler d'entreprise. Et si vous avez remarqué, ça fait déjà un petit moment qu'on parle d'entreprise. C'est vraiment, pour nous, chez GPA, un point qui est extrêmement important. Le sujet de l'entreprise, le sujet des utilisateurs. On essaie d'être actif au sein de l'association des directeurs immobiliers. Barbara, vous nous direz ce qu'est l'association des directeurs immobiliers. Mais s'occuper des entreprises et raisonner avec les entreprises, c'est quand même un point essentiel quand on parle de foncier économique. Et dans un premier temps, Barbara, c'est quoi l'ADI ? Alors merci de nous avoir invités et de nous donner la parole, parce que c'est vrai que les entreprises utilisatrices d'immobilier et de foncier ont rarement la parole sur ce genre de conférences. On pense tous à leur place et finalement on se demande pas ce que veulent les utilisateurs.
Donc l'ADI, donc l'association des directeurs immobiliers, c'est une association qui regroupe les utilisateurs d'immobilier professionnels. On est 400 membres, les directions immobilières des grandes entreprises, le CAC 40, SBF, on a aussi des établissements publics, notamment le directeur de l'immobilier de l'État, on a des universités, des hôpitaux, enfin voilà, c'est assez diversifié. Et on planche sur ces thématiques d'occupation des espaces tertiaires, c'est-à-dire ça va du bureau à la logistique, le retail, l'industriel, établissement de santé, établissement public. Avec à votre actif l'année dernière, notamment la rédaction d'un document important, le manifeste pour la réindustrialisation, qui a posé aussi un peu le sujet de l'appréhension des utilisateurs du foncier en réduction d'empreintes ou bien en besoin de foncier nouveau. Oui, alors ce que Camille a dit, ça m'a fait plaisir quand elle dit qu'il faut rentrer un peu dans le cambouis et savoir ce qu'on veut comme industrie, parce que c'est vrai que ce qui est ressorti de la commission de travail industrie, donc on est tous réunis en commission, enfin tous les adhérents, et ils planchent sur des thématiques, et ce qui ressortait de la commission industrie, c'était que l'industrie avait une super mauvaise image, et que l'image de l'industrie, c'est la grosse industrie bien polluante, alors qu'en fait l'industrie est ultra diverse. Et justement, il y a ce manifeste, c'est 12 mesures qui coûtent rien, ça relève que du réglementaire, et qui permettent de mieux mobiliser le foncier pour accompagner ce mouvement de réindustrialisation. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui ressortait de ces débats, c'est que finalement les collectivités locales et les entreprises parlaient peu entre elles. Les entreprises disaient on nous parle jamais, et c'est vrai que nous on va pas parler aux collectivités locales chez qui on est implanté. Parce que qui est à la tête de l'immobilier dans une usine, en général c'est le directeur d'exploitation, et lui il est un peu sur tous les fronts. Et puis parfois il est rattaché à une grande direction immobilière qui relève de la France ou de la zone dans laquelle il est situé. Et puis cette direction immobilière, soit elle est frugale parce qu'elle externalise beaucoup d'activités, soit elle est dense mais il y a énormément de travail. Ce qui ressort aussi des tendances qu'on a en interne, c'est que le mouvement que vous pouvez observer sur le bureau, à savoir la sobriété de l'empreinte immobilière, pourrait aussi se voir sur les sites industriels, par exemple. Les procédés, les unités productives sont de plus en plus technologiques. Ça veut dire qu'il y a besoin de moins en moins de place et que du coup, au mètre carré, il est de plus en plus intense et qu'il a plus de valeur. Concrètement, la coquille, l'immobilier donc qui abrite cette unité productive, pourrait se voir réduire. C'est pour ça que quand j'entends Franck dire mais moi j'ai des entreprises qui veulent garder du foncier, moi j'entends des grands utilisateurs qui disent que le foncier pourrait être valorisé pour participer à la performance de l'entreprise, mais pour aussi peut-être participer au financement d'objectifs RSE. Les entreprises doivent répondre au dispositif économie et énergie tertiaire. Le décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est énormément d'investissements. Le secrétariat général à la planification écologique évalue les investissements pour répondre à l'objectif 2030. 2030, c'est le plus simple. Après, il y a 2040, 2050. Ce sera 15 milliards d'euros à investir chaque année pour atteindre l'objectif 2030, alors qu'aujourd'hui, ils sont à 4 milliards. Il va bien falloir trouver les investissements. Les investissements qui vont permettre aux entreprises de répondre à ces objectifs-là vont se trouver en concurrence directe avec les investissements qui vont permettre de développer l'activité core business. Donc ça veut bien dire qu'il y a des sources de financement à trouver et que le foncier peut faire partie de ces sources de financement, à condition que quand une collectivité locale s'approche de l'entreprise parce que le foncier l'intéresse, elle est bien en tête que si le foncier a une valeur pour elle, le foncier a aussi une valeur pour l'entreprise. Donc il faut trouver un deal gagnant-gagnant. Avec un dialogue à nouer peut-être un peu différemment. Qu'il ne peut se produire dans certains cas. Merci beaucoup Barbara, c'était très éclairant. Un autre exemple finalement de la mobilisation foncière qu'on peut avoir pour recréer de l'activité économique au bénéfice de tous. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vous propose d'applaudir s'il vous plaît les participants de notre première table ronde.